Aujourd'hui, une émission spéciale fait divers, baissez la musique. Nous sommes avec Damien Delceni. Vous êtes journaliste, chef du service police-justice du Parisien, aujourd'hui en France. Vous avez travaillé sur des affaires telles que l'affaire Alexia Daval, Maëlys Nordal-Hollandais, les rebondissements de l'affaire Grégory. Vous avez aussi écouté un podcast sur lequel je clique très très souvent, ça s'appelle Crime Story. Je l'ai bien dit ? Ça va, on prononce à la française. Comment vous le dites ? On dit Crime Story. Oui, c'est efficace aussi. On va dire Crime Il y a Story. pas de règle. Ouais. Chaque samedi, vous revenez sur des faits divers et des enquêtes marquantes. Nous sommes aussi avec une habituée de Click, Johanna Rosenblum, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes spécialisée en faits divers et vous intéressez au profil des tueurs en série. On sait qu'il y a un phénomène d'intérêt général sur les faits divers et sur les crimes en série. J'ai une question aux journalistes du Parisien. Comment est-ce qu'on travaille sur ce genre d'affaires ? Comment est-ce qu'on source ? Comment est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe ? Alors c'est tout le secret d'un bon fait diversier et c'est tout le travail qui prend du temps parce que on n'arrive pas dans ce métier avec un agenda très rempli de sources et c'est à nous de nous les constituer au fur et à mesure, sachant qu'on travaille sur une matière qui est sensible et surtout que 95% de nos interlocuteurs n'ont absolument pas le droit de communiquer d'informations. Donc toute la science du fait divers, c'est d'arriver à faire parler des gens qui n'ont pas le droit de parler et à apprendre des choses, des informations, à les recouper qu'on est censé pas posséder. Donc c'est tout le travail qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des informateurs qui nous passent des informations, rarement en intégralité, c'est toujours un puzzle avec plusieurs pièces qu'on est obligé de reconstituer. Et nous, tout le travail, c'est d'arriver le plus rapidement possible à pouvoir raconter une histoire qui soit la plus proche de la réalité. Avec pas toujours la réalité, mais en tout cas la plus proche. Il faut bien s'entendre lorsqu'on est fait diversier avec les policiers, avec peut-être la morgue. Il y a plein de sources, en fait. Ça peut être des policiers, ça peut être des gendarmes, ça peut être des avocats, ça peut être des magistrats, ça peut aussi être des gens, en fait, des témoins. Des gens. Nous, on a beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur paraît étrange. Quand on part en reportage sur un fait divers, on ne se contente pas que des gendarmes, que des policiers, que des magistrats. On fait du porte-à-porte. Ça arrive que les gens se dénoncent aux journalistes ? Alors, se dénoncent, non. Par contre, qu'ils dénoncent des faits ou... alors, ils dénoncent pas leurs voisins, on n'en est pas là, mais heureusement, mais qu'ils dénoncent des faits ou des choses qui leur paraissent un peu suspectes, oui, ça arrive fréquemment. Dans un instant, on va revenir aussi sur la nouvelle série documentaire de Canal+. C'est une série événement, si vous aimez les faits divers. Ça se passe sur Canal+. Ça s'appelle Mouchi. Ça retrace l'histoire d'un jeune Afro-Américain accusé d'avoir tué une riche héritière dans les conditions atroces. Est-ce que vous, ici, aujourd'hui, vous aimez regarder les films ou les séries sur les faits divers ? Je commence par Johanna. Alors, pas particulièrement. En revanche, j'aime lire, j'aime écouter les gens qui parlent des faits divers, j'aime regarder et voir tout ce que dit le paraverbal, le non-verbal, lorsque un auteur de faits divers, un auteur de crimes parle et témoigne de ce qu'il a fait. Ici, il y a des gens qui aiment regarder les faits divers ? Ouais. Ouais. Oui, moi j'adore. Et j'ai l'impression que Netflix, ils ont carrément créé un genre et avec des showrunners comme ça. Et c'est vraiment des histoires. On a limite l'impression d'être dans de la fiction. Et c'est passionnant, quoi. Tout au long de l'émission, on va vous recommander des choses sur lesquelles cliquer. Donc, c'est la spéciale fait divers. On commence avec vous. Damien, vous nous recommandez la série documentaire Grégory, disponible sur Netflix. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier. La dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone « Le gamin est dans la Vologne ». L'affaire a quelque chose de... C'est fascinante, quoi. Je me souviens de la photo, de la bonne tête qu'avait ce gosse. C'était mignon. Il y a tout ce qu'il faut pour que le fait divers, il intéresse toute la France. La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau. C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie. Oui, ce corbeau, il a tué. Comme le disait Charlotte, on a l'impression que sur une plateforme comme Netflix, les faits divers, c'est un genre à part entière. Et ce qui est intéressant avec l'affaire Grégory, c'est que c'est vraiment la première production française qui a cartonné sur Netflix. Je rappelle que depuis 1984, personne ne sait qui a tué le petit Grégory, retrouvé mort noyé dans la Vologne. Ça fait 39 ans que l'enquête n'est pas bouclée et qu'il n'y a pas de coupable. Pourquoi est-ce que 39 ans après, ça fascine ? Alors, pour plein de raisons. Il y a une forme de cocktail dans Grégory. D'abord parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Donc quelque chose qui reste une énigme, c'est toujours intéressant parce que ça permet un peu tout et ça permet d'avoir... chacun peut avoir son opinion finalement sur l'affaire Grégory. Ensuite parce que c'est un enfant.
les disparitions d'enfants, les meurtres d'enfants, c'est évidemment toujours quelque chose qui est impactant. Et en fait, dans le fait divers, ce qui va créer l'adhésion, entre guillemets, c'est la capacité du spectateur, de l'auditeur ou du lecteur à s'identifier à quelque chose. Si l'histoire, elle est trop loin de son univers, si c'est trop glauque, si c'est trop violent, ça ne fonctionne pas. Là, ce qui fonctionne dans Grégory, c'est que la disparition d'un enfant, c'est la peur de tous les parents qui existent. Les problèmes de famille, parce que c'est une histoire familiale, ça intéresse tout le monde parce que on peut tous avoir les mêmes problèmes de famille, on peut tous être fâchés avec une partie de sa famille. Donc ça allume en fait pas mal de lumière et en fait ce fait divers, il est incroyable parce qu'il est tout à fait transgénérationnel. C'est-à-dire que moi, j'ai des filles qui ont 20 ans, elles ont découvert l'affaire Grégory à travers ce documentaire, elles n'en avaient jamais entendu parler et elles se sont passionnées pour cette affaire. Aussi parce que, entre guillemets, l'avantage de l'affaire Grégory, c'est qu'il y a énormément de matériel. C'est-à-dire que ça a d'ailleurs été une boucherie en termes médiatiques à l'époque, mais il y a énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a des interviews des parents, il y a des interviews des gendarmes, il y a un juge qui parlait à l'époque à la presse, etc. Donc, quand on regarde ce documentaire, il y a énormément de choses. Ils ont même été obligés de faire un tri dingue parce qu'ils avaient une foule d'images, une foule de témoignages. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est vraiment le fait divers français pour moi, quoi, Grégory. Et il y a aussi, vous m'arrêterez si je me trompe, mais le fait que ça a polarisé dans l'opinion, ça a créé vraiment une polarisation extrême entre ceux qui étaient, je pense notamment au moment où on dénonce même la mère Villemain, avec le côté Duras, Libé, tous ces gens qui vont se mettre à s'acharner sur Madame Villemain. Donc ça a créé vraiment des clans dans la société française. Oui, c'est devenu à un moment donné même une affaire quasi politique. Alors, ce qui n'est jamais une bonne chose quand un fait divers devient politique, mais ça arrive assez souvent. Et puis, il y a encore une fois, il y a des éléments. C'est la région aussi. La Vologne, c'est quelque chose, si vous faut y aller une fois pour comprendre aussi, c'est une espèce de micro-région où tous les gens se connaissent, où les gens sont souvent en famille les uns avec les autres. Donc, c'est un vrai décor de fait divers. C'est une affaire qui, encore une fois, n'est pas résolue et qui permet encore toutes les possibilités, mais ce qui est dingue, c'est que 39 ans plus tard, il y a les réseaux sociaux et les groupes Facebook consacrés à l'affaire Grégory ont explosé. Comment on analyse ça ? Johanna, par exemple, comment vous réalisez que des gens qui sont nés après vont sur des réseaux sociaux pour participer à des discussions autour d'un vieux fait divers ? Pour deux raisons. D'abord, la fascination. Parce que tout ce qui nous est étranger et parfois un peu gore nous fascine. On a absolument envie de regarder, comprendre, analyser. Et puis aussi parce qu'on ne comprend pas. Et lorsqu'on ne comprend pas, on s'intéresse à des sujets, on essaye de s'identifier, comme vous disiez, on essaye de donner du sens. Lorsqu'on ne comprend pas ce qui permet à un criminel de passer à l'acte, on a besoin absolument de voir des images, de se renseigner, de lire dessus pour essayer de comprendre ce qui permet de passer d'une apparente humanité à un comportement meurtrier. Et ce qui est particulier, je trouve, dans l'affaire Grégory, c'est que ça devient presque un Cluedo auquel tout le monde participe. Chacun a eu son avis, c'est Bernard Laroche, c'est un tel, c'est le père Villemain. Donc chacun a trouvé son coupable à un moment de l'histoire avec l'évolution progressive et on a tous assisté au dévoilement des preuves, aux nouvelles révélations. Donc je pense que ça accompagne aussi la vie de pas mal d'entre nous. Oui, parce que encore une fois, elle a traversé le temps, cette histoire. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, elle a toujours vécu. Alors l'enquête, par moments, est partie dans des impasses, mais elle a toujours rebondi, elle est toujours ouverte, c'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui se passent, il y aura certainement même des événements dans les semaines ou les mois à venir. Donc effectivement, ça maintient une espèce de suspense permanent. On a demandé à tout le monde de cliquer sur un fait divers. Je vais commencer par toi, Freddy. Toi, tu nous as parlé d'un fait divers qui s'appelle Kai, l'autostoppeur à la hachette, c'est ça ? Oui, mais je pensais pas que ce serait cette ambiance sur le plateau. du coup, je vais carrément changer. Je prends jamais les gens en autostop. Et cet homme, visiblement, il a une hachette, comme c'est écrit. Donc, moi, j'ai eu des bonnes valeurs inculquées par ma mère qui sont ne jamais aider des gens dans le besoin. Du coup, j'aurais jamais pris cet homme. J'aurais ouvert ma vitre et j'aurais dit où ? Il m'aurait dit Lille. J'aurais dit il y a une gare juste derrière. Tu prends ton billet et tu la prends. Voilà. Mais oui, je suis un peu parano. J'ai donc pas d'autostoppeur chez moi. Est-ce que toi, tu cliques souvent sur des faits divers ? Beaucoup trop, en réalité. Et en vrai, je pense qu'il y a un truc, c'est comme l'affaire Grégory. C'est à la fois horrible, mais il faut le dire. Il y a un vrai lien entre les affaires très intéressantes et les séries. Dans le sens où les bonnes séries, on a des persos qui sont développés, il y a des liens entre les persos, il y a des blocs, il y a des couches. Et je pense que c'est absolument la même chose. Quand ça nous prend, c'est parce que l'affaire est plus complexe que d'autres affaires. C'est exactement la même chose. Il suffit même de regarder la vignette de ce documentaire. Kai, l'autostoppeur à la hachette, on a l'impression que c'est une vignette d'une vidéo YouTube ou d'une série, en fait. Juste avec la photo qui est choisie, le regard du mec, pourquoi est-ce que ça attire, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de cliquer sur ça ? En fait, Ça se voit qu'il y a une hachette.
T'as dit quoi? Ça se voit qu'il a une hachette. Mais non, regarde, il a des petits pis. non, j'ai sur pas son l'impression. chignon. Non, ça se voit, il a un À quoi sac tu vois qu'il a une hachette sur la photo, Jimo? Bah, ça te totait. Ouais. Non, Il y a des franchement, mecs comme ça qui achètent des hachettes. Ah ouais? Mais alors, Déjà, ils achètent des haches, Hein? des petites hachettes. Ça se voit que des mecs comme ça ils achètent des hachettes. il est physio de hachette. Ouais. On a le droit. Jimo l'aurait senti, ouais. Il est bon. Moi, je suis un mec de Monsieur Bricolage, donc j'aurais su tout de suite. Je reconnais tout de suite. Johanna, Oui, l'histoire de Kai, elle est un petit peu hallucinante parce qu'elle part d'une vidéo qui a été prise juste après qu'il ait lui-même haché sa victime. Et en fait, on voit qu'il est complètement dissocié, il est complètement à côté de la plaque, il n'y a pas d'émotion. Quelques minutes après, il arrive à parler de ce qu'il a fait et il est presque hilar en disant qu'il a réussi à sortir sa hachette pour tuer la personne. Donc il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la hauteur de son crime. Et ça a interpellé, ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a pris pour un Robin des Bois, alors qu'en fait, il a commis un crime. C'est-à-dire, on peut interpeller quelqu'un autrement qu'avec une hachette, quoi. Donc il y a quelque chose de complètement... il y a quelque chose qui ne parle pas aux gens, qui attire l'attention. Et donc les gens se sont intéressés à lui. Et il s'est avéré que quelques mois ou quelques années après, il a commis quand même un autre crime. Donc il y a quelque chose qui a décompensé ce jour-là, qui lui a permis de passer à l'acte et qui a décompensé une personnalité complètement psychopathique, en fait, qui se soumet à ses pulsions et qui répond par des passages à l'acte morbides. allez, on regarde la bande-annonce. Vous ne connaissez pas encore Kai, le héros autostoppeur? Ce gars est passé de héros adulé du public à ennemi public recherché pour meurtre. C'est une scène insolite ici à Fresno West. Un homme a foncé avec sa voiture sur une employée de la compagnie d'électricité en raison de sa couleur de peau. Deux femmes essayaient de l'aider. Le chauffard s'est précipité sur l'une d'elles. Alors je l'ai attaqué par derrière avec une hachette. Smash, smash, smash. Tout le monde voulait lui parler. Comment tu connais ce mec? J'ai vu sa vidéo sur Internet. C'est vraiment Kai. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu viral? D'être un héros dans le monde entier? Je suis pas un virus. Je suis Kai, le phénomène. Ce qui est super intéressant dans ce fait divers, je le rappelle, que c'est l'histoire vraie d'un sans domicile fixe américain qui est passé de héros national à meurtrier. Février 2013, il sauve 2 victimes d'un chauffard à l'aide d'une hachette, il neutralise l'homme. Après, il commence à tuer un avocat qui l'a hébergé. Et la question qui se pose, c'est l'attraction pour la célébrité. Parce qu'on a l'impression que c'est ce goût pour la célébrité qui l'a fait passer à l'acte. Est-ce que vous deux, lorsque vous travaillez sur des faits divers, en tant que journaliste ou en tant que psychologue, il y a cette volonté d'être reconnu ou d'être extraordinaire? Là, par exemple, il dit « je suis un phénomène ». Est-ce que c'est des gens qui veulent se démarquer? Moi, j'ai pas cette impression-là. Enfin, j'ai très peu d'affaires en tête où le mobile principal ou le moteur principal d'un meurtrier ou d'un assassin, c'est de devenir célèbre. Là, en tout cas, c'est le cas. Ça existe. Sur le tueur à la hachette, ça existe, mais je pense que ça va chercher des choses un peu plus... Enfin, je pense que c'est plus d'ailleurs de l'ordre de la psychologie, mais ça va chercher des ressorts plus lointains que le simple fait de passer à la télé ou d'être célèbre. Ça peut arriver, mais honnêtement, c'est pas la majorité des cas pour moi. Chez les personnalités antisociales, comme on dit, psychotiques, qui passent à l'acte, il y a quand même un délire de grandeur, des profondes personnalités narcissiques qui ont la volonté de se mettre dans la lumière, peut-être pas médiatiquement, mais auprès de leur entourage, par leur action ou de leur famille ou même socialement. Donc il y a quand même cette volonté de supériorité qui est manifestée par le pouvoir qu'ils vont avoir sur l'autre et parfois le pouvoir de vie et de mort. On a l'impression que vous venez de décrire Jimo. C'est vrai, t'as un pouvoir sur moi. Quoi? C'est très bien que t'as un pouvoir sur moi. Je sais pas. Dis-moi de faire un truc, vas-y. Hein? Dis-moi de faire un truc. Lève le bras à gauche. Oh putain, merde. C'était Jimo, sur quel fait divers tu cliques, toi? Moi, j'ai cliqué sur un fait divers d'un peu de bavure policière à l'époque aux États-Unis. C'était une femme qui se fait agresser dans un parc. Et dans ce parc, il y a 5 enfants noirs dans le parc. La police attrape les enfants. Ils ont un peu la pression pour avoir les coupables. Donc, ils mettent la pression sur les petits ils leur font croire que s'ils sont coupables, ils peuvent rentrer chez eux. Ils signent le truc et ils font des années de prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait, quoi. Moi, je l'ai vu, ce documentaire. Je vous conseille de le regarder. Vraiment, c'est très dur de rester devant parce que l'histoire, elle déchire le cœur. C'est la première fois
que j'ai dû mettre pause plusieurs fois, sortir faire une pause, sortir un peu, prendre l'air. Elle est un peu dure. Revoir, c'est très très dur à regarder. Je vous présente la bande-annonce, mais il faut absolument cliquer dessus. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. No, Wait a minute. Wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now. Right now. C'est la clique spéciale fait divers et on vous conseille de cliquer, Jimo vous conseille de cliquer sur Dans le regard disponible sur Netflix. Charlotte, sur quoi tu cliques ? Moi, je clique sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les femmes et l'assassin et qui retrace la traque et l'arrestation de Guy Georges. C'est un violeur et un tueur en série qui a sévi dans les années 90 en France et qui a été condamné en 2001 à la prison à perpétuité pour le meurtre de 7 femmes. Pour ceux qui s'en souviennent, il se faisait appeler le tueur de l'Est parisien. Pendant des années, les policiers le recherchent. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, en fait, en France, il n'y avait pas le droit de faire des comparaisons ADN. Le fichier ADN était interdit. Mais l'enquête bascule au moment où Martine Monteil, la chef de la brigade criminelle de l'époque, décide de contourner cette interdiction. Et avec l'aide d'un laboratoire, elle réussit à identifier le fameux Guy Georges. Donc à ce moment-là, la police a son identité. La photo de Guy Georges est partout en France. Tous les policiers sont sur l'affaire. Mais là, ils se confrontent à un nouveau problème, les journalistes. J'ai sélectionné un extrait du documentaire où Patricia Touranchot, une journaliste qui suivait à l'époque, explique le rapport qu'elle avait avec les journalistes. Comment vous êtes sûr que ça peut être le même type ? Il dit, pour Magali, on ne sait pas vraiment. C'est le même mode opératoire, mais on n'a pas les résultats encore de l'ADN. Mais sur 2 autres femmes égorgées et une rescapée, on a un ADN, on est sûr que c'est le même mec. Et je lui dis, non, mais moi, il faut le raconter, ça je veux le raconter. Il me dit, mais pas tout de suite. Tu risques de bousiller notre enquête. Ce type, il est extrêmement dangereux. Tu verrais les scènes de crime. Je te souhaite jamais de voir un truc comme ça. Alors, s'il te plaît, là, il y a un type qui court dans la nature. Je t'en supplie, n'écris pas ça pour l'instant. Vous êtes journaliste au Parisien, vous occupez des faits divers d'Amien Delceni. Là, ce qui est intéressant dans Guy Georges, comme le rappelle l'extrait qu'on vient de voir, c'est l'importance des journalistes. Est-ce qu'à un moment, un journaliste doit savoir se taire ou garder une information ? Bien sûr. Bien sûr. Après, nous, le but de notre métier, c'est pas de bousiller des enquêtes et c'est surtout pas de permettre à un éventuel meurtrier d'être au courant de quelque chose et de s'en sortir. C'est justement l'avantage quand on a de bonnes sources et quand on est un peu implanté dans un métier, c'est qu'on est en capacité de se parler vrai avec nos sources. C'est-à-dire qu'une source qui va nous dire là, comme dans cette affaire, mais ça, moi, je l'ai connu 10 fois, c'est ce cas-là où on nous dit, bah voilà, on te dit ça, on te raconte ça, mais tant qu'on t'a pas dit, c'est bon, tu le gardes pour toi. Alors après, vous aurez toujours un journaliste ou deux qui va craquer le truc et qui va. Mais nous, on n'a aucun intérêt parce que nous, c'est notre métier, on le fait tous les jours et on a des sources qu'on travaille tous les jours. Si on trahit ces sources-là, c'est terminé après. Donc... Est-ce qu'il y a un business de l'information ? Non. Dans le fait divers, non ? Il n'y a pas des informations qui se monnaient ? Alors nous, on ne monnaie jamais des informations. La seule chose qui se monnaie, ce sont des photos éventuellement. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on achète des photos de temps en temps, voilà, d'une victime, d'un auteur, parce que ça peut se monnayer. Nous, on part du principe que monnayer une information, c'est introduire un rapport qui est déjà biaisé dès le départ. Si on commence à payer des infos, on ne sait pas où ça va nous mener. Quelqu'un qui se fait rémunérer pour une info, nous, on refuse systématiquement. Dans le cas de Guy Georges, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu en France. Ça dit quoi que ce personnage soit une star, en fait ? Une star, je ne sais pas. Après, c'est devenu du langage commun, Guy Georges. Ouais. Oui, mais parce que c'est pareil, ça a été il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il y avait, moi j'étais assez jeune encore à l'époque, mais il y avait une réelle psychose, c'est-à-dire on savait qu'il y avait un type qui tournait dans Paris, qui violait des femmes, qui les tuait de manière extrêmement violente, à une époque où la police n'avait pas toutes les armes qu'elle a aujourd'hui, scientifiques notamment.
Et c'était vraiment quelque chose qui faisait... Moi, je me souviens très bien de filles qui sortaient plus, qui sortaient jamais seules. Enfin, c'était vraiment un contexte très particulier. C'est vrai que son arrestation, le personnage après qu'on a découvert un peu derrière, effectivement, a créé une espèce de mythe. Il y avait sa photo, il y avait effectivement les images de son procès, etc. Du dessin. Ouais. Le dessin, on le voyait partout, tout le temps à la télévision. Ça entretenait une psychose. On n'avait jamais vu ça, en fait. Ouais, oui, et dans une ville où on a l'impression qu'il y a du danger le soir, c'est quand même très particulier. Donc avec toutes les affaires successives qu'on a, à chaque fois qu'il y a des gros dossiers qui arrivent, est-ce que ça aide la police à s'améliorer dans ce genre de situation selon vous ? Le problème de la police dans ces cas-là, c'est qu'elle a une pression folle. C'est-à-dire que Guy Georges, il y avait beaucoup de victimes. On avait l'impression que ce type était totalement insaisissable. Et après, il y a une pression qui se met en place parce que dès qu'il y a une psychose, je me souviens que dans cette affaire, je crois que les policiers avaient même lancé des appâts. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes policiers qui se baladaient le soir dans les arrondissements en question pour essayer d'appâter, pour l'arrêter. C'est vrai que la pression, elle existe, médiatique, politique aussi dans ces cas-là, et que ça facilite pas les enquêtes.